On m'avait dit de passer pour le dîner d'anniversaire de ma sœur. Quand je suis arrivé, l'hôte a dit « Vous n'êtes pas sur la liste des invités ». J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ma famille était là, riant sans moi. J'ai juste hoché la tête, je me suis dirigé vers le serveur et j'ai dit « Ajoutez une bouteille de vin à leur table, la plus chère. Et facturez-la à leur nom. » 10 minutes plus tard, ma sœur a crié « $2170 ?» Sérieusement? J'ai ri, puis mon père. Ils m'ont dit de passer. C'était exactement la formulation utilisée dans le groupe de discussion familiale. Pas d'invitation formelle, pas de détails, juste un vague et méprisant « passe si tu es dans le coin ». Comme si j'étais le voisin qui pouvait passer 5 minutes, pas le frère de la femme dont on célébrait l'anniversaire de mariage. Ça a toujours été comme ça avec ma sœur Vanessa, l'enfant chéri. Elle est bruyante, autoritaire, a toujours besoin d'être le centre de l'attention, et mes parents vénèrent le sol qu'elle foule depuis que nous sommes enfants. Avant, je pensais que j'imaginais, que c'était dans ma tête. Mais ces dernières années, ils l'ont rendu parfaitement clair. Pourtant, j'ai décidé de me présenter. Pas parce que je voulais faire partie de cette fête narcissique qu'elle organisait pour elle-même, mais parce que je sentais que quelque chose clochait. Je pouvais le sentir. Vanessa ne fait pas dans la discrétion. Si c'était son anniversaire, elle en aurait fait un événement de tapis rouge. Mais je n'avais que des miettes. Cela voulait dire qu'elle avait quelque chose de prévu. Je suis arrivé au restaurant à 19h10. C'était un restaurant italien haut de gamme en ville, pas loin de mon lieu de travail. L'hôte m'a regardé, a tapé quelques touches sur sa tablette, puis m'a adressé le genre de sourire qu'on réserve à quelqu'un à qui on vient d'annoncer qu'il n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas sur la liste des invités. J'ai cligné des yeux. Quoi? Pas de réservation à votre nom, pas de place à aucune des tables. C'est alors que j'ai jeté un coup d'œil derrière lui et que je les ai vus à travers la cloison de verre, la longue table en acajou, les bougies, le linge blanc, Vanessa dans une robe à paillettes, riant si fort qu'on pouvait probablement l'entendre depuis le parking, ma mère à côté d'elle, mon père servant du vin comme si c'était la dernière scène. Et oui, ils étaient tous là, cousins, famille, amis, même mon colocataire de l'université, que je n'avais pas vu depuis 5 ans, tout le monde sauf moi. J'ai juste hoché la tête, j'ai dépassé l'hôte comme si de rien n'était, je me suis dirigé vers le bar, j'ai fait signe à un serveur et j'ai pointé du doigt leur table. Envoyez une bouteille de Sassicaia à cette table. En fait, 2, et le plateau de caviar beluga. Ajoutez une dégustation de wagyu. Ensuite, facturez le tout à la table au nom de Vanessa Cross. Le serveur a haussé un sourcil mais n'a pas posé de questions. Cet endroit était habitué aux gens qui se font remarquer. Je me suis assis au bar et j'ai commandé une bière, j'ai regardé les plats arriver, un dôme argenté soulevé devant mon père, un verre de vin à bordure dorée rempli jusqu'à ce qu'il scintille. J'ai bu lentement, en attendant. 10 minutes plus tard, j'ai entendu sa voix, stridente, aiguë, perçant la musique d'ambiance. $2170? Sérieusement? Toute la table s'est figée. Son mari, Scott, fixait simplement le reçu comme s'il était écrit dans une autre langue. Mon père a commencé à exiger de savoir qui avait commandé ça. Le serveur, impassible, a juste pointé du doigt le bar. C'est alors qu'elle m'a vu. Je n'ai pas détourné le regard, j'ai juste levé mon verre. Elle s'est précipitée vers moi comme si elle allait me gifler. Au lieu de cela, elle a chuchoté quelque chose sur le fait que j'étais fou, que j'avais tout gâché, que je l'avais embarrassé devant littéralement toutes les personnes qui comptent. Je me suis levé et j'ai dit, assez fort pour que tout le monde à proximité entende, vous m'avez invité à vous passer, alors je suis passé. Et vous ne vouliez pas de moi à votre table? Très bien, mais si vous comptez m'exclure, ne le faites peut-être pas dans un endroit où je peux acheter votre silence. Elle s'est mise à crier. Tout le restaurant s'est tourné pour regarder. Les gens des tables voisines chuchotaient. Son mari n'a pas dit un mot, pas un seul mot, il s'est contenté de fixer sa serviette comme s'il essayait de disparaître. Puis est arrivé mon père, essayant de l'éloigner tout en me criant dessus à propos de l'unité familiale et de ne pas faire de scène. Je les ai laissés partir. J'en avais fini. J'ai terminé mon verre, j'ai laissé de l'argent et je suis sorti dans la nuit. J'étais calme, froid, concentré parce que je savais que ce n'était pas la fin. C'était juste l'acte d'ouverture. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un téléphone qui vibrait et le genre de tension qui flotte dans l'air avant un orage, 12 appels manqués, un mur de textos non lus,
la plupart de Vanessa. Je n'avais pas besoin de les lire. Je connaissais déjà le refrain habituel, comment j'avais tout gâché, comment elle n'avait jamais été aussi humiliée, et comment j'étais mort pour elle. J'ai laissé le téléphone là pendant un moment, j'ai fait du café, j'ai pris une douche parce que ce moment, ce rare moment de calme, était à moi, et je n'allais pas la laisser le détourner. Puis papa a appelé. Il n'a même pas dit bonjour. Ta sœur est contrariée. J'ai failli rire. Pas surpris, pas confus, pas intéressé par ce qui s'était passé, juste directement au voyage de culpabilité. Je pouvais déjà entendre la conférence se charger dans sa gorge, alors je l'ai interrompu. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. J'ai dit que j'étais arrivé au restaurant, qu'on m'avait dit que je n'étais pas sur la liste, que j'avais regardé à l'intérieur et que j'avais vu toute la famille là, riant, buvant, faisant semblant que je n'existais pas, que j'en avais marre d'être la pensée après coup, le gars, s'il y a de la place. Alors oui, j'ai commandé des choses chères, et je l'ai fait à leur nom parce que si je n'allais pas être de la famille, autant être un fantôme très cher. Il n'a même pas fait de pause, il a juste commencé à délirer sur le fait que j'avais manqué de respect à la famille, que l'argent n'était pas une arme et que Vanessa avait pleuré toute la nuit. Et puis le clou du spectacle, il a dit qu'elle pourrait être enceinte. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle mentait. C'est la signature de Vanessa, lâcher une bombe quand la tension se relâche. La grossesse n'était qu'une diversion. Il n'y a aucun moyen qu'elle n'ait pas commencé avec ça au dîner si c'était vrai. Je lui ai dit de m'appeler quand quelqu'un se soucierait réellement de ce qui m'avait été fait, et pas seulement de ma réaction à cela, et j'ai raccroché. 1 heure plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et elle était là, des lunettes de soleil à l'intérieur comme une star de télé-réalité surmenée. Scott était derrière elle, les mains dans les poches, l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Elle n'a pas attendu d'être invitée à entrer, elle est juste passée comme si elle possédait l'endroit. Tu as gâché la soirée la plus importante de ma vie. Pas de bonjour, pas d'explication, juste ça. J'ai demandé ce qu'elle attendait. Elle a dit que je l'avais embarrassée devant des gens qui comptent, que je lui avais fait passer pour une radine. Je suis resté là à écouter. Elle m'a accusé d'être jaloux, de n'avoir jamais rien fait de ma vie, d'attendre les occasions de saboter son bonheur. Puis elle a dit, tu as toujours détesté que je brille plus fort. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Il ne s'agissait pas du dîner. Il ne s'agissait même pas de l'argent. Il s'agissait du contrôle, du pouvoir, de son désir de me rappeler qu'elle est la star de la famille et que j'ai de la chance d'être au générique. Je lui ai demandé calmement pourquoi je n'avais pas été invité. Elle a souri narquoisement, a dit quelque chose sur l'espace limité, que c'était une foule plus intime, et que je ne vibrais pas vraiment avec ses amis. J'ai hoché la tête. Tu veux dire ceux à qui je t'ai présenté? Elle s'est tue. C'est alors que j'ai tout exposé. Chaque fois que j'ai grandi, j'ai été sacrifié pour qu'elle puisse s'en sortir. Les mensonges qu'elle a racontés, les saletés que j'ai nettoyées, la façon dont maman et papa ont toujours tordu le monde autour d'elle comme si elle était faite de porcelaine et que nous étions jetables. Elle ne l'a pas bien pris, a dit que j'étais amer, que j'inventais des histoires pour me faire passer pour une victime. Et puis elle est sortie en trombe en disant que je devrais avoir honte. Scott n'a pas dit un mot, ni à moi, ni à elle, il l'a juste suivi comme une ombre. Mais plus tard dans la nuit, j'ai reçu un message de lui. 3 mots, j'ai besoin de sortir. Cette affaire n'était pas terminée, loin de là. 3e partie. Les fissures s'ouvrent. J'ai ignoré le message de Scott pendant quelques heures, pas parce que je m'en fichais, mais parce que je savais que répondre trop tôt rendrait cela réel. Et ce n'était plus seulement des ragots. Ce n'était pas juste un dîner de famille qui avait mal tourné. C'était plus grand, plus profond, le genre de choses qui changent la vie des gens. Quand j'ai finalement répondu, tout ce que j'ai dit, c'est « passe ». Il s'est présenté le lendemain matin, juste après 9 heures, avec un seul sac de sport sur l'épaule, les mêmes vêtements qu'il portait la veille. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi, les yeux injectés de sang, le visage crispé, comme si tout son corps se tenait juste ensemble par habitude. Il n'a pas dit grand-chose. Je l'ai laissé entrer. Il a laissé tomber le sac près de la porte et s'est assis au bord du canapé comme s'il attendait que quelqu'un lui dise quoi faire. J'en ai fini, a-t-il finalement dit. Je la quitte. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai juste laissé parler. Il m'a raconté comment la dispute avait commencé avant même qu'il ne rentre à la maison, comment elle avait crié dans la voiture,
lui reprochant de ne pas être intervenu, mais, je l'ai embarrassé en ne me faisant pas traîner hors du restaurant comme un videur. Elle a dit qu'il était faible, qu'il n'avait jamais été un vrai homme, et qu'être marié à lui donnait l'impression de somnambuler dans la vie. Il a dit qu'elle avait jeté un verre de vin contre le mur quand ils sont rentrés à l'intérieur. Il s'est brisé sur une photo d'eux de leur lune de miel. Elle n'a même pas scié. Scott a dit qu'il pensait à la quitter depuis plus d'1 an, que la seule raison pour laquelle il était resté était à cause de ses parents, des miens, l'illusion que tout le monde autour d'elle travaillait dur pour maintenir intact, que tout allait bien, parfait, brillant. Elle draine la vie de tout, a-t-il dit, même de son propre bonheur. Puis il m'a raconté quelque chose que je n'attendais pas. La grossesse était fausse. Elle l'a laissé échapper au téléphone à papa en pleurant. Un mensonge, juste pour inverser la donne et se faire passer pour la victime. Elle n'a jamais pensé qu'il remettrait cela en question. Elle jouait encore avec tout le monde. Je l'ai laissé emménager dans la chambre d'amis ce soir-là, je lui ai donné une clé, je lui ai dit de s'installer, sans poser de questions. Il s'est évanoui avant 22 heures, et a dormi toute la nuit comme un mort. Je ne pense pas qu'il ait dormi une nuit complète depuis des années. Vanessa l'a découvert le lendemain. Je ne sais pas comment. Peut-être que papa le lui a dit. Peut-être qu'elle suivait encore le téléphone de Scott, mais à midi, mon téléphone s'allumait comme si une bombe avait explosé. Elle m'a traité de voleur, de manipulateur, m'a accusé de séduire son mari avec de la sympathie, ce qui était tellement fou que j'ai dû le relire 2 fois. Puis sont venus les messages vocaux, des cris, des pleurs, des supplications, des menaces. Elle a dit que j'essayais de la détruire exprès, que j'attendais ce moment, et qu'elle allait s'assurer que tout le monde sache quel genre de monstre j'étais vraiment. Elle a même essayé de venir. Je l'ai regardée depuis ma fenêtre alors qu'elle se tenait devant mon immeuble pendant 20 minutes, criant dans son téléphone et faisant les 100 pas comme un animal en cage. Finalement, elle est partie, mais je savais que ce ne serait pas la fin. Plus tard dans la nuit, maman a appelé. Elle a dit que Vanessa était inconsolable, que je déchirais la famille et que je réduisais un mariage en lambeaux. Je lui ai demandé si elle savait même ce que Vanessa avait dit à Scott. Elle ne le savait pas. Bien sûr que non, parce que personne n'a jamais remis Vanessa en question. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai dit la vérité à maman. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de faire semblant. Le lendemain matin, papa m'a laissé un message vocal. C'était court, froid. Si tu ne renvoies pas Scott à la maison, tu es hors de l'entreprise. C'était tout. J'ai ri parce qu'ils ne réalisaient pas dans quoi ils s'engageaient. Ils ont construit leur vie autour de Vanessa, de ses humeurs, de ses mensonges, de son droit acquis. Et maintenant qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, ils perdaient le contrôle. Alors, j'ai commencé à aligner les choses. Le SUV que je leur ai acheté à Noël dernier est toujours à mon nom. L'entreprise, je m'occupais des livres, des licences, de la véritable propriété. Et au moment où ils ont essayé de me coincer, j'ai su quoi faire. Il était temps qu'ils apprennent ce que ça fait d'être laissé de côté. Je n'ai pas répondu au message vocal de mon père. Il a dit que si je ne renvoyais pas Scott à la maison, j'étais hors de l'entreprise, que je détruisais tout ce qu'ils avaient construit. J'ai écouté ce message en sirotant mon café sur mon balcon, en regardant la circulation en contrebas. Ils n'avaient toujours pas compris. Aucun d'eux n'avait compris. Ils n'avaient rien construit. Ils se tenaient juste au bord de ce que j'ai construit et appelaient ça le leur. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat. Je lui ai dit de lancer le processus de restructuration de l'entreprise. Tout accès financier pour Vanessa et mes parents est résilié. Je n'ai pas dissous leur nom sur papier, pas encore. Je voulais que la partie suivante pique en temps réel. Quelques jours plus tard, j'ai récupéré le SUV que je leur avais offert. Je ne l'avais pas cédé, je l'ai laissé juste l'utiliser parce qu'il y a des années, je pensais que maintenir la paix en valait la peine. J'ai déposé les papiers de reprise. Ce lundi matin, pendant que Vanessa était à l'intérieur en train de faire une autre scène au téléphone avec quelqu'un, probablement ma mère, la voiture a été remorquée directement de son allée. 2 heures plus tard, elle m'a appelé en hurlant, essoufflée. Elle a dit que j'étais un psychopathe, que la voiture était à elle, que je ruinais sa vie. Je lui ai dit de vérifier l'immatriculation et j'ai raccroché. Puis maman a appelé. Elle m'a demandé ce que je faisais, a dit, « Tu ne penses pas que tu es un peu dur ?» Je lui ai demandé si elle pensait que c'était dur quand je me tenais devant le restaurant et que je les regardais tous rire sans moi. Silence.
Je ne m'attendais pas à ce qu'ils admettent quoi que ce soit. Je savais qu'ils ne le feraient pas, mais ils perdaient le contrôle et ils pouvaient le sentir. Pendant qu'ils partaient en vrille, Scott s'adaptait calmement, efficacement. Il a commencé à manger de la vraie nourriture, à se lever tôt, à lire à nouveau. Il m'a dit qu'il n'avait pas lu de livre depuis des années. Vanessa se moquait toujours de lui pour ça, disait que c'était une perte de temps alors qu'il pouvait réparer des choses dans la maison. Puis un jour, de nulle part, il a dit qu'il voulait apprendre quelque chose de nouveau, la conception graphique de toute chose. Il a dit qu'il était pas mal à ça au lycée avant que Vanessa ne se moque d'un de ses prospectus et il a arrêté. Je l'ai mis en relation avec un ami qui dirigeait une agence créative. En quelques jours, il avait un emploi à temps partiel pour concevoir du contenu social. Une semaine plus tard, une offre à temps plein, $5 000 par mois. Plus besoin de demander la permission d'exister. Il avait l'air d'une personne différente. Puis est venue la balle courbe. Scott est rentré à la maison un soir, pâle, tremblant. Il avait quelque chose à me dire. Elle m'a trompé, a-t-il dit. Et pas récemment, il y a un certain temps. Je ne voulais tout simplement pas le voir. Il a trouvé la preuve, des captures d'écran, des messages, un avec un contact enregistré sous un faux nom, Jess du cours de spinning, mais c'était un gars, évident une fois qu'on le voyait. Des reçus d'hôtel qui ne correspondaient pas à ses prétendus événements professionnels, un paiement Venmo avec un emoji fraise et un cœur. Il a dit qu'au début, il pensait que c'était émotionnel, que peut-être elle envoyait simplement des textos à quelqu'un pour se sentir importante, mais maintenant il était sûr qu'elle avait franchi la ligne, probablement plus d'une fois. Puis il m'a dit qu'elle s'était présentée à son nouveau bureau. Il m'a envoyé les images de sécurité. Vanessa debout dans le hall dans une robe de maternité fluide, tenant son ventre comme un vase délicat. Elle était couverte de maquillage, ses cheveux coiffés comme si elle était sur le point de tourner une publicité, mais la réceptionniste ne voulait pas la laisser monter. Elle est partie après 5 minutes. Plus tard dans la nuit, elle l'a appelé en hurlant qu'il avait abandonné son enfant. Il lui a demandé de nommer l'obstétricien gynécologue. Elle a raccroché. Le lendemain, elle a publié une photo d'échographie sur Instagram avec une légende pleine de hashtags inspirants. J'ai fait une recherche d'images inversées. Elle a été tirée d'un blog médical de 2021. Elle ne mentait pas seulement, elle s'effondrait en public. C'est alors que Scott a officialisé la chose. Il a demandé le divorce. Mes parents ne l'ont pas bien pris. Ma mère a appelé et m'a accusé de monter Scott contre la famille. Papa a dit que j'agissais comme une marionnette de vengeance de sang-froid. Je leur ai dit que Scott était un adulte, que tout ce que j'avais fait était de lui donner l'espace pour se souvenir de qui il était. La semaine suivante, Vanessa a envoyé un texto à Scott le suppliant de la rencontrer juste pour parler. Quand il n'a pas répondu, elle s'est présentée à nouveau à mon immeuble. Cette fois, elle a apporté leur album de mariage et est restée dehors à pleurer pendant 1 heure. Elle s'est assurée que tout le monde la voit, mais personne n'est venu à la porte. Cette nuit-là, elle a envoyé un dernier message à Scott. Si je ne peux pas t'avoir, je vais tout te prendre. Elle ne réalisait pas qu'elle l'avait déjà fait, et rien de tout cela ne la rendait heureuse. C'est alors que j'ai commencé à préparer mon prochain coup. En silence, en rassemblant les derniers fils, en gelant toutes les allocations familiales, en réaffectant les actifs, en déplaçant le pouvoir, parce que bientôt elle devrait faire face à quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, travailler pour sa propre survie. La phase suivante n'était pas bruyante. Elle était chirurgicale. Mes parents pensaient toujours qu'ils avaient un levier. Ils croyaient que leur nom dans l'entreprise signifiait qu'ils détenaient une sorte de droit de veto. Mais les noms ne veulent rien dire lorsque les comptes bancaires sont liés à une SARL que vous ne contrôlez pas et que les actifs sont détenus dans une fiducie dont vous ignoriez même l'existence. Je les ai laissés faire les gros bras pendant que j'effaçais discrètement leur accès à tout. Le relevé que je leur envoyais mensuellement, disparut. L'assurance maladie que je couvrais pour eux deux, annulée. Les cartes de crédit d'entreprise qu'ils utilisaient pour les dîners, les hôtels, les virées shopping aléatoires, fermées en un après-midi. Ils l'ont découvert à la dure lorsque papa a essayé de réserver un week-end à Palm Springs et que sa carte a été refusée. Je n'ai pas répondu à l'appel quand il a sonné, mais il a envoyé un texto, « Qu'est-ce que tu fous ?» J'ai répondu par un mot, « Restructuration ». Le lendemain, Vanessa a appelé Scott à nouveau. Elle avait découvert que les papiers de divorce avaient été déposés. Elle l'a accusé de trahison, a dit qu'il lui devait une dernière conversation. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela,
il a fait un court voyage hors de la ville avec une fille qu'il a rencontrée grâce à un ami à son nouveau travail. Rien de sérieux, juste le week-end au lac Tao pour se vider la tête. Pendant qu'il était parti, Vanessa s'est présentée à mon bureau. Sans annonce, elle a dépassé la réceptionniste et est entrée dans la salle de conférence où je rencontrais mon designer en chef. Je n'ai pas levé les yeux. Je lui ai juste dit qu'elle avait 2 minutes. Elle a laissé tomber une enveloppe en manille sur la table. À l'intérieur, il y avait des photos de Scott avec une autre femme dans un restaurant, marchant dans le parc, assis sur un banc, toute prise à distance. « Tu penses qu'il est innocent ?» a-t-elle demandé. « C'est un déchet. » Je n'ai même pas ouvert l'enveloppe. J'ai juste dit, au moins, il n'a pas simulé une grossesse et mis en scène une scène dans le hall du bureau de quelqu'un. Elle a craqué, a commencé à crier. La sécurité est montée et a dû l'escorter dehors. Elle a giflé l'un des gardes à la poitrine en sortant. Je pensais que ce serait la fin. Ce ne l'était pas. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un ami commun. Apparemment, Vanessa est allée pleurer chez mes parents à nouveau. Mais cette fois, elle leur a dit quelque chose de nouveau. Elle a dit que la voiture que j'avais reprise était un cadeau en échange du silence. Elle a laissé entendre qu'il y avait quelque chose de louche dans l'entreprise, quelque chose qu'elle pouvait révéler. C'était une menace en l'air, mais mes parents l'ont cru, ou ont fait semblant de la croire, probablement parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. La même nuit, papa m'a appelé et a dit, peut-être que nous devrions tous nous asseoir en famille. J'ai dit, non. Puis il a essayé à nouveau. Tu vas trop loin. Je lui ai dit que je ne prenais rien. J'avais juste fini de donner. Puis est venue la vraie surprise. Scott est revenu du lac Tao, a dit qu'il avait quelque chose à me dire. Il avait reçu un appel de la meilleure amie de Vanessa, une femme nommée Mara, qui a dit qu'elle avait besoin de se laver la conscience. Il s'avère que Vanessa trompait depuis près d'1 an. Et pas seulement avec un gars. Mais voici le vrai coup de pied, la grossesse qu'elle a simulée, elle n'a pas été simulée la première fois. Elle était réellement tombée enceinte, mais pas de Scott, de quelqu'un d'autre, un barman qu'elle voyait à côté. Quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas le faire passer, elle a mis fin à la grossesse et a fait semblant que tout cela ne s'était jamais produit. Puis, des mois plus tard, elle en a simulé une nouvelle avec une fausse image d'échographie pour récupérer Scott. Quand j'ai demandé à Scott ce qu'il en pensait, il n'a même pas sourcillé. « Je me sens libre », a-t-il dit. Et pour une fois, je l'ai cru. Il avait finalement fini de jouer le mari tranquille. Il avait un travail, un nouvel appartement dans lequel il allait emménager, et un sens de soi qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Et puis il a posé une question qui m'a pris au dépourvu. « Tu penses que je peux rester ici encore un peu ? Juste jusqu'à ce que je signe le bail ?» Je lui ai dit qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il en avait besoin. Et alors que le monde de Vanessa commençait à s'effondrer, le sien commençait enfin à prendre forme. Elle lui avait tout pris. Mais maintenant, il ne lui restait plus rien. Et il ne faisait que commencer. Le divorce s'est fait rapidement. Scott l'a fait passer avec un avocat que j'ai recommandé, quelqu'un qui ne sourcillait pas, ne prenait pas les appels des représentants de Vanessa et savait comment naviguer face à des adversaires à fort drame et à faible substance comme elle. Elle s'est défendue pendant quelques semaines, a envoyé des courriels chargés d'émotions, de faux certificats médicaux, a même essayé de réclamer des dommages émotionnels. Mais une fois qu'elle a réalisé que Scott avait des reçus, des messages, le mensonge de la fausse grossesse, sa confession à Mara, elle a plié. Elle a essayé de faire un dernier coup au tribunal, a réclamé la moitié de ses revenus. Le juge a demandé son travail. Elle n'en avait pas. A prétendu qu'elle l'avait soutenue émotionnellement tout au long de sa carrière. Le juge a demandé quand elle avait travaillé pour la dernière fois. Elle ne se souvenait pas. C'était fini en 10 minutes. Elle est repartie les mains vides, ni le SUV, ni la pension alimentaire, ni l'appartement, juste son nom de famille et une pile de cartes de crédit impayées. Scott est reparti avec tout ce avec quoi il était entré dans le mariage, ce qui, il est vrai, n'était pas grand-chose. Mais maintenant, il avait quelque chose de plus grand, une direction. Un travail qu'il appréciait, une équipe qui aimait la voir dans les parages. Et pour la première fois dans sa vie d'adulte, personne ne lui disait qui être. Il a emménagé dans son propre logement quelques semaines plus tard, un studio petit mais lumineux au centre-ville. 2 mois après son nouveau travail, son patron a augmenté son salaire à $6 500 par mois. Il a acheté sa propre voiture,
s'est inscrit dans une salle de sport, a même commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, une graphiste de son agence. Ils étaient discrets à ce sujet, rien d'ostentatoire, juste deux personnes se promenant et cuisinant le week-end. Vanessa a découvert l'existence de la petite amie et a publié une histoire avec une citation sur la trahison de ses proches. Personne ne s'en est soucié. Elle vivait toujours avec nos parents qui devaient maintenant vendre leur condo locatif juste pour joindre les deux bouts. Maman m'a demandé une augmentation de leur pension mensuelle. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus de soutien. Papa est venu au bureau un jour sans rendez-vous, a dit que nous devions parler de la restauration des choses. J'ai dit qu'il n'y avait plus rien à restaurer. Puis, 2 semaines après le divorce, la dernière carte est tombée. Scott a reçu un appel de Mara. Elle pleurait. Elle venait d'apprendre quelque chose qu'elle pensait qu'il devrait savoir. Vanessa était à nouveau enceinte. Mais le père n'était pas Scott, n'était même pas le barman. C'était un type marié qu'elle voyait à côté depuis des mois. Et cette fois, ce n'était pas un mensonge. Elle avait déjà publié des échographies critiques en noir et blanc sur Instagram à la recherche de sympathie. Scott a juste regardé le message et a dit « Ce n'est pas grave ». Il le pensait. Ce n'était pas grave. Ce n'était plus sa vie. Il est venu me voir le week-end dernier. Nous avons fait des grillades de steak, bu de la bière, ri. Il m'a dit qu'il pensait déménager à Portland avec sa petite amie qui avait reçu une offre d'emploi dans une entreprise de design là-bas. Il m'a demandé si je pensais qu'il devrait y aller. Je lui ai dit qu'il aurait dû partir il y a longtemps. Quant à moi, je n'ai plus de nouvelles de Vanessa. Elle essaie toujours d'envoyer des messages à Scott, mais il ne répond pas. Mes parents, humiliés et amers, sont restés pour la plupart silencieux. Nous parlons occasionnellement, mais pas de choses réelles. Il y a un espace entre nous maintenant, une vérité que personne ne veut toucher.